Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme, instituée en 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies. En Côte d'Ivoire, les femmes sont très actives et elles exercent pratiquement dans tous les secteurs d'activité et ce, avec succès. En revanche, dans la sphère politique, en dépit de son poids électoral, la femme est souvent tenue à l'écart au niveau des instances de prise de décision. La loi sur les quotas est censée régler ce qui apparaît aux uns et aux autres comme une anomalie. Est-elle bien appliquée? Sinon, pourquoi? Quotas en politique, les femmes sont-elles prêtes? Et le thème de ce débat politique de ce 8 mars 2022. Et pour en discuter sur ce plateau, 4 invités. Madame Marguerite Yoli-Bikoné, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée du genre et démocratie. C'est exact. À ses côtés, Docteur Lille. Docteur Lille, vous êtes sociologue, enseignant, chercheur à l'université Alassane Ouattara. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Nous avons également comme invité sur ce plateau M. François Konandi, je prononce bien? C'est ça. Alors, vous êtes chef du département en coopération et relations de la société, avec la société civile au sein du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est exact. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup à vous. Alors, Madame Euphrasie Yao, vous avez plusieurs casquettes, mais ce soir, vous êtes parmi nous en tant que coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est cela. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer ce plateau, nous allons tout de suite suivre une analyse faite et réalisée par Fatim Djedje. Elle plante le décor sur la situation de la femme politique en Côte d'Ivoire et nous en parlons sur ce plateau. 32 sur 255. C'est le nombre de femmes députées élues au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elles représentent que 12% de l'hémicycle alors que des dispositions ont été prises pour changer la donne. Le projet de loi relatif à la représentation de la femme dans les assemblées élues a été adopté le 16 juillet 2019 à l'unanimité des membres présents de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Présentée par la ministre en charge de la femme, Bakayoko Ly Ramata, cette loi était porteuse d'espoir. Les dispositions de l'article 36 de la Constitution ivoirienne mentionnent déjà la participation des femmes dans les assemblées élues. 50 ans après, il faut que la femme ivoirienne participe à la vie politique de son pays. L'adoption de cette loi va être une avancée historique en Côte d'Ivoire et donnera l'espoir d'atteindre la parité homme-femme. Ce projet de loi qui comporte 6 articles impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés. Mais force est de constater qu'aucun parti n'a respecté cet engagement. Seuls 15% des candidats étaient des candidates. La Côte d'Ivoire est donc très en retard en termes de parité. Elle se place derrière le Togo, le Sénégal et très loin derrière le Rwanda, qui reste un exemple mondial avec plus de 60% de femmes députées. Alors, avant de réagir à cette analyse, nous allons coller à l'actualité du 8 mars. Je rappelle que le thème national de cette journée est l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Madame Yoli Bikoné, quel message devons-nous retenir? Comme le thème le dit, la Côte d'Ivoire compte des hommes et des femmes. Oui. Et pour que l'avenir de la Côte d'Ivoire soit radieux et durable, il faut une égalité de chance. Une égalité de chance en droit. Parce qu'il s'agit des droits de la femme. Et les droits de la femme ne sont pas différents des droits de l'homme, puisque c'est les mêmes droits. Nous naissons tous en tant qu'humains, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le premier article le dit clairement, nous naissons en tant qu'humains tous égaux en droit et en dignité. En droit et en dignité, nous naissons égaux. Alors, M. Kononji, vous êtes donc du Conseil national des droits de l'homme. Vous jouez donc un rôle important en ce qui concerne le respect des droits. Et aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Alors, à quel niveau vous intégrez justement cette égalité de chance? Alors, il faut dire que l'égalité des chances déjà est prise en compte au niveau des objectifs de développement durable. Oui. Je vais parler de l'objectif 5 qui demande que les femmes soient intégrées à tous les niveaux, à toutes les politiques et programmes de développement. Et donc, déjà au niveau du CNDH, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des ODD,
nous avons un certain nombre d'activités pour pouvoir suivre la réalisation, et à la fin, nous ferons des rapports comme d'habitude et des recommandations pour amener le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent. On espère que ces mesures ne resteront pas dans les tiroirs. Non, pas du tout. Alors, concernant le compendium, Madame Euphrasie Yao, l'égalité de chance, comment vous voyez cela et comment vous portez cet espoir? Ben, nous portons cet espoir déjà avec la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Nous, quand on entend égalité des chances, on voit l'approche. L'outil égalité des chances, l'outil genre, qui vise à corriger les inégalités dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Au niveau social, économique, politique et culturel, il faut utiliser cette approche pour corriger les inégalités qui existent aujourd'hui pour que demain, nous soyons en paix. Nous ayons un développement durable et équitable. Et c'est ce que la chaire fait à travers les formations. Alors, en parlant de paix, justement, ma question aux sociologues. On parle d'égalité, de chance, et il y a justement ces droits. Alors, comment vous, en tant que sociologue, vous ressentez cela, vous interprétez, et surtout, vous mettez cela en œuvre? Nous, chez nous, c'est une question de perception. Nous parlons de rôle et de statut. Comment est perçue la femme, comment est perçu l'homme. L'égalité, ça peut être un décret, ça peut être une volonté, ça peut être quelque chose qu'on souhaite. C'est un idéal. Mais dans la réalité, comment la petite fille est socialisée, comment le petit garçon est socialisé. Comment est-ce que l'homme est publicisé, appelé à être public, appelé à être le chef, appelé à être le mentor. Et comment la femme est appelée à être plutôt discrète, soumise et autres. C'est de là que parle l'égalité des chances. Parce que pour être à égalité, ça veut dire que dès le départ, nous avons plus ou moins les mêmes chances. Mais si les pesanteurs sociales font que dès le départ, on dit aux femmes, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ceci, on ne s'assoit pas comme ça, on ne se présente pas comme ça en public, vous voyez que malgré les décrets, elles seront quand même un peu en retrait. Nous reviendrons tout à l'heure justement sur ces pesanteurs socioculturelles. Alors, nous allons parler d'un autre sujet d'actualité qui dépasse, on va le dire, le seul cadre de la Côte d'Ivoire, c'est le phénomène de la vie chère. Nous sommes tous concernés. Et le gouvernement a pris d'importantes mesures, dont une, et nous parlons donc du vivrier, et je cite, un appui, donc il y a un appui financier aux acteurs du vivrier afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. Donc c'est un message fort à l'endroit de toutes ces femmes qui nous permettent au quotidien de vivre et parfois à leurs risques et périls. Alors, Madame Yolibi Koné, juste un mot par rapport à cette décision qui a été prise à l'endroit des femmes du vivrier. Je dirais que c'est une décision à saluer parce que nous savons bien que dans ce pays, le vivrier est vraiment tient le pays, tient la société, parce que quand on ne mange pas, c'est un droit fondamental qui est violé. Et on sait bien que ce sont les femmes qui sont dans ce domaine du vivrier. Et je pense que c'est pas nouveau. Le gouvernement a pris une décision, mais qui est déjà prise depuis le début par le gouvernement, par plusieurs fonds qui sont mis à la disposition des femmes du vivrier pour pouvoir approvisionner facilement nos marchés, etc. Vous savez avec nous que même dans les temps durs dans ce pays-là, si la Côte d'Ivoire n'a pas eu à avoir parachuté de la nourriture, c'est grâce à ces femmes du vivrier. Et je pense que c'est à saluer cette décision du gouvernement. Monsieur Konandji, alors sur cette question rapidement. Oui, très rapidement, il faut noter que la Côte d'Ivoire s'est engagée au plan international à travers la ratification de nombreux instruments, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui comporte le droit à une alimentation suffisante. Et je crois qu'en prenant cette décision, le gouvernement est pratiquement dans la ligne tracée depuis son adhésion à ces instruments. Parfait. Madame Euphrasie Yao, dans le compendium. Moi, je suis vraiment heureuse parce que pour une fois, ce n'est pas une décision qui concerne le café cacao. Et quand on sait que dans le café cacao, ce sont les hommes. Oui, je sais. Mais puisqu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont dans le secteur, elles ont accès, elles contrôlent et c'est elles qui nourrissent. Et aujourd'hui, il y a une décision comme ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les décisions égalitaires. On regarde toujours, quand on a frappé avec tant de milliards, qui ça touche?
Et là, aujourd'hui, on sait que ça touche les femmes. C'est la journée de la femme, c'est une décision salutaire. Docteur Lille. Nous, on ne peut être qu'heureux parce que ça fait partie des besoins physiologiques. C'est le minimum qui doit être accordé à chaque être humain. Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes d'accord, parce que tant que vous n'avez pas la santé physique, vous n'avez pas la santé mentale et le reste des déficits suivent. Donc si nous sommes d'accord qu'en allant vers ce sens-là, on va permettre à chacun de s'alimenter correctement et de garantir les autres types de santé, ça ne peut être que salutaire. C'est salutaire et nous allons donc revenir au sujet du jour. Alors, je me tourne vers vous, puisque vous représentez ici le ministère. On parle de quotas. Certains peut-être ont mal compris cette notion. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette loi sur le quota, qui est liée évidemment aux élections? De façon succincte. Cette loi sur le quota qui a été prise donc le 14 octobre 2019, qui a été promulguée donc le 14 octobre 2019 par le président de la République, a été concoctée et suscitée au niveau du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant depuis une dizaine d'années. Oui. Tous les ministres qui sont passés en ont fait leur cheval de bataille. Madame Fadili, je parle. Et donc cette loi vient en application de l'article 36 de la Constitution de 2016. Qui est très clair. Qui est très clair, qui dit que l'État, le gouvernement ou l'État doit faire la promotion politique des femmes en politique. Oui. Et les dispositions seront contenues dans une loi. C'était en 2016. Oui. Et pour suivre donc cette constitution qui a été prise en 2016, donc cet article 36, le gouvernement a fait prendre cette loi du 14 octobre 2019 qui dit que dorénavant, toute liste de candidature doit comporter, doit comporter 30%, au moins 30% de femmes pour les élections des assemblées élues. Quand on dit assemblée élue, il ne s'agit pas de l'élection du président de la République, ce n'est pas une assemblée élue. Il s'agit donc de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Il s'agit des élections des sénateurs et sénatrices. Oui. Il s'agit des élections des conseillers municipaux et des conseillers généraux. 30% sur tous les scrutins uninominaux comme plurinominaux. Alors, il y a un constat on a tous été... on a vu ce qui s'est passé, on a tous été témoins du fait qu'aucun parti politique n'a respecté ce quota lors du dernier scrutin local en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Seuls 15% donc, des candidats étaient des candidates. Alors, pour quelle raison? Je sais que le CNDH-CI, par exemple, a fait un rapport, vous avez fait un état des lieux, un constat. Que s'est-il passé, selon vous, observateurs de ce processus électoral? Alors, selon nous, comme Mme Diolibi l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même le conflit entre le code électoral et la loi sur le quota. Oui. Et en de telles circonstances, généralement, le code électoral, c'est une loi organique, et en de telles circonstances, c'est la loi supérieure qui s'applique. Mais nous disons, nous au CNDH, qu'il faut aller au-delà, parce qu'en réalité, il faut que nous prenions toutes les mesures pour assurer la participation effective des femmes aux élections. Alors donc, il est question d'accompagner, soit d'harmoniser la législation, ou alors d'accompagner cette législation de mesures pratiques qui permettent effectivement aux femmes d'assurer leur rôle de participer aux assemblées élues. Madame Faziyaou, face à cette situation, on parle d'harmonisation entre donc, la loi organique et le décret d'application, de façon à ce que cette loi sur les quotas, elle soit respectée et que les femmes puissent entièrement assumer leurs responsabilités en ce qui concerne la gestion de la société ou en ce qui concerne leur volonté d'être élues. Que faites-vous au niveau du compendium à ce niveau? Le compendium travaille avec les partis politiques. Vous savez qu'en novembre, avec le WPP, Women in Political Participation, qui comporte 7 pays au niveau de l'Afrique, on a travaillé sur cela, travaillé avec les partis politiques. On les a invités tous, avec des femmes et des représentants des partis, pour qu'on parle justement de la participation des femmes. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin de les appeler pour parler des femmes? C'est votre parti. Vous avez des hommes et des femmes à l'intérieur. Et vous savez qu'il y a une loi. On n'a même pas besoin d'attendre le décret d'application, ni l'implémentation de cette loi dans
les tests de la CEI. Non, non. Les femmes sont là. Elles sont avec vous. Et vous savez que la loi existe depuis 2019. Yolibi l'a dit, j'ai beaucoup travaillé sur cette loi. Et je pensais que ça allait aider la valorisation qu'on faisait déjà des compétences. Ceux qui croient, ils savent que les femmes sont compétentes, on les prend, mais ceux qui ne croient pas, il faut la loi. Et il faut appliquer la loi. Alors, quand vous dites ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, je me tourne tout de suite vers le sociologue. Question, oui, que la se passe-t-il? question est simple. La société ne change pas par décret. Alors que la société change par ses réalités et perceptions. Je veux dire que si les femmes ont toujours occupé malheureusement peut-être des rôles secondaires, même si vous créez une loi, les gens ne croiront pas en elle. Parfois, elles-mêmes ne croiront pas en elle. Sinon, si nous revenons à l'Afrique traditionnelle, les femmes, c'était au moins 50%. Puisque chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, on disait la nuit portait conseil. Et chacun demandait à... C'est pas caricaturer la femme. Non, c'est pas caricatural. Non, allons dans les dimensions telles qu'elles se présentaient. La vie publique était celle des hommes, la vie privée était celle des femmes. De telle sorte que quand on était sous l'arbre à palabres, il n'y avait que des hommes, parce que toutes les sociétés mondiales sont des sociétés patriarcales. Ça, c'est une réalité. Et si vous allez plus loin dans l'éthologie, tous les grands mammifères, ce sont les mâles qui sont dominants. Parce que si vous voulez aller plus loin, politique, c'est domination. Ce n'est pas autre chose. Ça s'appelle pouvoir. Si tu peux, tu prends. Elle l'a dit. Les femmes sont là-dedans. Si elles peuvent, elles prennent. Il y a des femmes aujourd'hui capables qui peuvent prendre le pouvoir. Mais vous êtes... Vraiment, moi j'ai une question. C'est vrai que vous nous faites une démonstration qui est importante. Mais est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas une question concernant directement la femme? Est-ce que la femme croit en ses capacités? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Pour elle y croire, il faut qu'elle se prépare, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle soit formée, il faut beaucoup de choses. On peut laisser de côté les pesanteurs sociales comme vous n'en voulez pas. Non. Elles existent, docteur. Voilà. Elles existent et c'est au quotidien, c'est même dans la cité. Elles existent. Malheureusement. Alors, ces pesanteurs culturelles, elles existent. Comment, avec ces pesanteurs, faire en sorte que cette femme, en dépit des pesanteurs, cette femme ou ces femmes croient en leur capacité? Bien. Concrètement, moi, je vais vous dire la chose suivante. Allez-y. À l'université, moi, j'ai instauré le prix des meilleurs sociologues. D'accord. C'est toujours les femmes qui ont gagné ces prix-là. Parce que moi, j'ai cru aux femmes, je crois aux femmes, que ce soit au niveau de HEC et autres, puisque j'ai fait l'Europe, j'ai fait beaucoup de pays, les femmes sont plus excellentes que les hommes, en réalité. C'est-à-dire la politique qu'on croit qu'il y a une affaire d'intelligence d'homme, en réalité, quand on va dans le parcours, dans le cursus scolaire, ce sont les femmes. Malheureusement, c'est souvent les femmes elles-mêmes, qui ne se font pas confiance et qui ont du mal à voter pour d'autres femmes. Alors, justement, les femmes ont du mal à voter pour elles-mêmes. Alors, Madame Yolibi, vous entendez ce que le docteur dit? Les femmes ont du mal à voter pour elles-mêmes. Ça part d'où? Quel est le problème? Que se passe-t-il? Alors, il a dit, plus ou moins, c'est la socialisation. C'est un peu pervers cette histoire de femmes qui ne veulent pas être candidates et elles ne votent pas pour les autres femmes. Expliquez-nous. Moi, je me dis qu'effectivement, c'est une réalité. On se rend compte que quelquefois, les femmes préfèrent faire confiance à un homme. Pourquoi? Les études ont montré qu'en général, quand elle ne peut pas, elle se met à la place de celle qui veut être candidate pour dire, bon, comme je ne veux pas avoir honte, je préfère que ce soit un homme. Mais ceci dit, moi je dis, on ne va pas rester sur ces histoires de pesanteurs. Ça existe. Oui, ça existe effectivement, mais la société a évolué et la société évolue, elle est évolutive. Et on a vu aujourd'hui, il y a peut-être 20 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes ministres, par exemple. Aujourd'hui, c'est une nomination. Là, on parle d'un processus électif. Ça, c'est un processus électif, mais les femmes qui se sont présentées, si on prend par exemple les statistiques, le taux de réussite des femmes est supérieur au taux de réussite des hommes. Alors, comment vous expliquez cela, Madame Effazi? C'est clair. Voilà, moi, ce que je vais revenir un peu en arrière par rapport aux solutions. Vous avez parlé des les solutions, on en parlera. Vous avez parlé des présenteurs socioculturels. Oui. C'est important. Il a dit peut-être que c'est important. C'est important, c'est un problème. Mais la solution, c'est l'approche gens et développement. C'est-à-dire que
Personne ne comprend. Moi, je n'accuse pas les hommes, je n'accuse pas les femmes. Mais on est dans une certaine socialisation. Il faut qu'on comprenne. Quand nous, on fait les formations en genre et développement, les ingénieurs en genre, quand ils sortent, hommes et femmes, ils sont transformés. On n'a même pas besoin de leur dire fais ci, fais ça. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est une très belle approche. Je voulais vous dire. Concernant les femmes qui ne veulent pas participer, quelqu'un parlait. Mais elles ne veulent pas voter pour des femmes qui sont candidates. Vous savez, tout ce qu'on est en train de décrire comme difficulté, il faut pouvoir tout de suite leur apporter une solution. Si on veut vraiment arriver à ce que vous voulez, à ce que nous voulons tous, il faut former ces femmes. Il faut former, il faut valoriser elles-mêmes leurs compétences, d'où le programme Compédium des compétences féminines. Il y en a qui disaient, on n'a même pas besoin de valoriser les compétences des femmes, elles sont compétentes. Non, on a besoin de leur permettre d'avoir confiance en elles, d'être engagées, de pouvoir avoir confiance en l'autre. Et quand on fait ça, ça marche. On a des résultats. Alors, Monsieur Konandji, à votre niveau, parce que vous faites aussi du coaching, vous accompagnez des femmes qui sont candidates, comment ça se passe? Quel est le message que vous leur donnez ou partagez pour qu'elles aient confiance en elles? Comment ça se passe avec ces personnes que vous coachez? Merci. Alors, pour que la femme participe pleinement à ces processus-là, il faut qu'elle s'y engage. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Alors, on s'est rendu compte que, malheureusement, les femmes ne prenaient pas suffisamment leur place. C'est pour cela que le CNDH a initié le programme de coaching qui a permis quand même de renforcer les capacités de 150 femmes en matière électorale, qui a permis également de les mettre en confiance. Mais malheureusement, le programme est arrivé à son terme, mais les femmes n'ont pas eu la participation qu'on attendait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. La démotivation? Non. C'est un ensemble de facteurs quand même. C'est un ensemble de facteurs. Mais nous disons que le CNDH joue son rôle et nous avons tiré les leçons des élections de 2021. Il y a un deuxième programme de coaching qui va être lancé dans, disons, le mois d'avril et avec une nouvelle approche pour mettre encore plus en confiance les femmes, pour mieux les encadrer jusqu'à... On en parlera pour les solutions, parce qu'on en parlera dans les solutions. Oui, alors, moi, je suis en train de dire que si on veut que les choses évoluent, on doit être aidé par les lois quand même. Parce que c'est vrai que nous sommes socialisés d'une certaine manière, mais je veux dire que la société a évolué. Je prends l'exemple de la scolarisation de la petite fille, des filles par exemple. On a dit qu'aujourd'hui, il faut que les filles soient scolarisées. Quand on a pris la loi en 2015, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que le taux de scolarisation à l'école primaire était déjà à 50%, 50%. C'est-à-dire quoi? Quelquefois, il faut prendre des décisions courageuses pour aider, pour encourager même, c'est-à-dire faire le bonheur des femmes malgré elles-mêmes. Et donc, c'est ce que le gouvernement a fait en prenant cette loi. Et cette loi-là, c'est 30%. Mais il faut que tout le monde la comprenne, comme vous le dites, et les partis politiques en premier. Alors moi, j'ai une question que je pose à tous les quatre. Cette loi, concernant les quotas, elle est incitative, ce qui laisse la porte ouverte au choix. Elle n'est pas coercitive. Alors, comment on peut arriver à respecter les quotas? Nous ne croyons pas au quota pour une raison très simple. Ah bon? Oui. Non. Je veux dire le quota imposé. D'accord. Voilà. Ce que nous voulons dire tout simplement, c'est que cette question d'estime de soi, de confiance en soi, d'empathie, de capacité et de caractéristiques reconnues par tous, nous semble beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire du saupoudrage. C'est-à-dire, comme on a dit... Vous pensez que cette loi, c'est du saupoudrage? Non, je n'ai pas parlé de la loi. Mais vous avez parlé des partis politiques qui n'appliquent pas. Mais parce qu'ils peuvent simplement dire que nous ne trouvons pas de femmes compétentes parmi nous. Et pourtant, je le dis bien, parce que la politique, c'est une affaire de pratique sociale. C'est une affaire de rituel. Il y a beaucoup de choses en matière de politique pour parvenir à l'élection. Vous voyez? Alors que parfois, on a tendance, du fait qu'elles sont femmes, à les cantonner dans certains rôles. Mais justement, les femmes sont cantonnées à des rôles, on va dire, elles deviennent expertes en mobilisation des foules et autres. Mais voilà. Madame Yolibi, vous dites en cuisine, moi je parle... Malheureusement, on veut les cantonner là-bas, mais moi je dis que... Comment on a dit où sont les femmes? Où sont les femmes? Comment a résolu le problème de où sont les femmes? Comment faire en sorte que ces femmes ne soient pas juste, et je vais être direct, du bétail électoral pour certains. Il y a deux choses. Qu'elles ne fassent pas
justement la mobilisation. Compendium des compétences féminines, que faites-vous? Voilà, 2 choses. Premièrement, on a formé près de 200 femmes. Oui. En matière de coaching, en matière d'élection, savoir se présenter, comment être belle, comment convaincre. Comment être belle? Oui, c'est important aussi. C'est important. Il y a des femmes qui prennent des images qui ne sont pas... C'est pas intéressant. Attends, quand moi j'ai sorti le secret d'une aventure, il y a des gens qui ont acheté parce qu'il y avait juste la couverture. Je me suis faite belle. Bon, bref, former les femmes à connaître leur circonscription, à être présentes. On a fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, on avait 105 femmes candidates. Le Libye, elle était à la CEI. En 2016, quand on a fait la formation, en seulement 6 mois, on est passé à 321 candidates. C'est-à-dire on a triplé déjà le nombre. C'était un mouvement. Vous savez, les questions de sociologie, c'est un mouvement qui se fait. Moi, j'ai eu confiance parce que je me suis dit, si on continue ces formations depuis 2016, ça veut dire que le nombre va tripler, quadrupler. Et elle a dit, le taux de réussite des femmes est plus important que des hommes. Deuxième élément, la loi. Je disais tout à l'heure, ceux qui ne croient pas aux femmes, on prend la loi, tous les pays ont fait, le Rwanda qui est un pays modèle, c'est ce qu'ils ont fait, la loi. On prend la loi et cette loi est très belle. De toute façon, elle a dit, j'ai beaucoup contribué. Ça veut dire quoi? Quand on va inscrire la loi, le décret dans le code électoral, tu viens avec ta liste, tu as 2 femmes, un homme ou 2 hommes, une femme, on te prend. Si tu n'as pas, la CEI va rejeter. C'est déjà une manière de... Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui rejette. La CEI ne va pas prendre la liste. Puisque ça sera dans le code électoral. Dans le code électoral. Oui, si on regarde le code électoral, c'est une loi organique, il est contraignant de fait. De fait. Voilà, de fait. Mais je veux dire que des pays comme le Sénégal ont pris une loi sur la parité. Et on nous disait où on trouve les femmes. Mais aujourd'hui, là, ils sont à plus de 40% au Parlement. Oui. Et il faut savoir que dans une assemblée, si on n'atteint pas 30%, que ce soit le sexe masculin ou le sexe féminin, dans une assemblée, si vous n'atteignez pas les 30%, on ne peut pas impacter positivement ou négativement cette assemblée-là. Et les 30%, c'est mondial. Pourquoi nous signons alors les conventions internationales? La Côte d'Ivoire a ratifié pratiquement... Librement toutes les conventions, en tout cas significatives en matière de la participation politique des femmes. Si on prend, ne serait-ce que la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, a été signée en 1995 par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a adhéré à la plateforme de Beijing. La Côte d'Ivoire a adhéré à la résolution 1325. Nous sommes dans un concert des nations. Est-ce que ça fait plaisir de voir que la Côte d'Ivoire est 160e et qu'on nous dit que après nous là seulement, il n'y a que 2 pays en Afrique de l'Ouest alors que économiquement nous sommes les premiers? Ah non, il faut la loi pour aider de temps en temps à bouger les choses. La loi aide à faire bouger les choses, mais c'est pour ça qu'on a pris le quota. Le quota, c'est une partie, on n'a pas dit 50%. C'est un processus. Madame la ministre est là. C'est un processus en vue d'atteindre la parité pour que tout le monde puisse comprendre. Les sensibilisations continuent. Le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant continue à faire les sensibilisations, à coacher, aidé par les structures comme le CNDH, comme le Compendium. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, on est passé à plus de 400 candidatures féminines. Et les élections qui arrivent, il faut que ça augmente. Je viens de vous le dire, le taux de réussite des femmes aux élections est supérieur au taux de réussite des hommes. Ça, plus de candidatures. Ça, c'est important. C'est important. Oui, docteur. En tant que sociologue, nous dirions une chose très simple. Très simple, allez-y. Parce que c'est vrai qu'on peut citer autant les lois, autant les décrets, autant les signatures et tout, mais peut-être il faut donner la parole aux femmes qui ont osé se présenter, qui ont été coachées, qui ont triplé les quotas, pour qu'elles nous disent elles-mêmes comment est-ce que cela a été vécu. Parce qu'elles vont nous aider à avoir du réel sur lequel nous pouvons bâtir. Elles ont raison. La loi précède. C'est logique que la loi précède. Parce qu'on ne peut pas être 52% de la terre et puis ne pas avoir son avis à dire. Je suis désolé. Mais n'empêche que toutes ces femmes-là qui sont coachées, qui sont etc., peut-être que des études nous permettront de dire exactement les histoires réelles qu'elles ont vécues, les difficultés qu'elles ont eues, et ça nous permettra peut-être d'accompagner la loi. Parce que c'est vrai que la loi peut être là, elle peut être contraignante, mais si les personnes elles-mêmes n'ont pas véritablement de bénéficier de situations qui leur permettent véritablement de renforcer, parce qu'on est nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Absolument. Alors, juste
Madame la ministre, alors juste pour le CNDH, je sais que ce sujet, il est prenant, et ça, je comprends très bien. Alors, juste au niveau du Conseil national des droits de l'homme, alors, on parle des échéances à venir. C'est vrai qu'il est important de tirer les leçons, comme vous le dites, et qu'il y ait ce partage d'expérience. Comment anticiper, préparer ce qui arrive, ces élections qui sont des élections de proximité de 2023, au niveau du CNDH? Alors, pour aller droit au but, oui, je voudrais dire que le CNDH se réjouit déjà que la Côte d'Ivoire ait adhéré à tous ces instruments importants. Et le deuxième élément que je relève, Mme Yolibi l'a dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la scolarisation de la jeune fille, il y a un travail important qui est en train d'être fait avec la loi. Et aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes filles qui vont à l'école sont de plus en plus nombreuses. De sorte que, à échéance, on va commencer à voir quand même l'impact de cette politique de scolarisation-là sur la participation des femmes aux échéances électorales. Ça, c'est très important. Je voulais le dire, avant de dire que déjà au niveau du CNDH, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes avec les organisations de la société civile où des débats se tiennent, où des questions sont posées, où des solutions sont recherchées. Et je pense que ce sont des résolutions quand même qui vont être reversées pour contribuer à la participation de la femme aux échéances électorales. Alors justement, on parle d'échéances à venir. Alors nous avons un élément que nous allons vous proposer, vous présenter. Ce sont des femmes qui sont en politique, qui donnent leur avis, qui partagent et qui nous expliquent comment elles voient la politique, parce que ce sont des femmes politiques. Et on en parle par la suite sur ce plateau. Pour moi, la femme et l'homme sont complémentaires. La femme a besoin d'apporter la touche maternelle qu'elle a dans les prises de décision. En tant que gestionnaire des foyers, je pense qu'elle peut aider l'homme à vraiment faire mieux que ce que nous voyons actuellement. Donc la femme et l'homme sont complémentaires en politique. La place de la femme dans les assemblées élues continue d'être une quête. Et c'est pourquoi nous, en tant que femmes politiques, nous saluons la loi numéro 2019-870 du 19 octobre 2019 qui donne un quota d'au moins 30% des femmes dans les assemblées élues. Mais c'est vrai que nous avons acquis cette loi, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas appliqué et il nous faut vraiment des efforts de part et d'autre. Nous demandons par exemple au chef de l'État, en tout cas, une volonté politique et les femmes elles-mêmes doivent s'impliquer, la société, tout le monde doit s'impliquer pour que la femme puisse vraiment jouer un rôle plus important en politique pour pouvoir aider dans les ménages, pour pouvoir aider dans les communautés, pour bâtir la nation. Il faut toucher tous les leviers, que ce soit dans le secteur de la culture, que ce soit en politique, que ce soit le commerce. Partout, la femme a son mot à dire. Il faut vraiment toucher tous les leviers. La femme en politique a un rôle de citoyenne, comme l'homme. Le rôle de la femme en politique n'est pas différent de celui de l'homme. Donc, c'est un engagement citoyen au service de sa communauté, au service de son pays. Le quota est un engagement politique de toute une communauté, de la société. En Côte d'Ivoire, nous avons opté pour le quota justement parce que il y a cette volonté politique affirmée du président de la République de créer un environnement favorable donc à la promotion des femmes en politique et dans les sphères de décision. Il est important que les partis politiques fassent confiance aux femmes qui mènent le combat avec eux, à leur côté. Malheureusement, lorsque la période de choix des candidats arrive, croyez-moi, il se trouve des hommes dans les partis politiques qui disent « mais on ne les voit pas les femmes ». Oui, on ne les voit pas parce qu'il y a des obstacles. Et le premier obstacle de la femme, c'est d'abord elle-même. Elle a tendance à s'auto-censurer en politique, tout comme dans la vie de tous les jours. Le deuxième obstacle, c'est l'éducation de la femme. Nous devons œuvrer pour que le niveau d'éducation de la femme
soit de mieux en mieux, soit de plus en plus élevée. Plus elle sera instruite, mieux cela vaudra pour son engagement politique. La femme joue un rôle très important dans la société, comme tout le monde le sait. Elle est actrice, elle est mère de famille, elle est le ciment de la famille, tout le monde le sait. Et parmi tous ces rôles au niveau de la société, la femme joue aussi un rôle au niveau politique. La femme œuvre toujours pour la promotion de la paix. Parce que c'est une fois encore ce rôle-là qu'elle joue dans la cellule familiale. C'est la femme qui réconcilie, c'est la femme qui rassemble, c'est la femme qui apaise. Et donc, elle transpose toutes ces valeurs au niveau du poste de responsabilité qu'elle occupe quand il s'agit d'une femme ou qu'elles occupent toutes ces femmes qui sont engagées en politique. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de femmes sur le terrain politique, beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité au niveau politique. Et je pense que si tel était le cas, le monde se porterait encore mieux. Malgré toutes ces réformes initiées par le gouvernement, les femmes partent avec 3 handicaps. Le premier handicap, c'est le niveau d'instruction. Très peu de femmes sont alphabétisées. Donc, le deuxième handicap, ce sont les moyens financiers. Vous savez que les femmes n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, et le troisième handicap, je dirais que cela dépend d'elles-mêmes. C'est le complexe qu'elles se font. Alors, on a vu, hein, avant que vous ne rebondissiez sur ce que ces femmes politiques ont partagé avec nous, alors nous aurions voulu proposer davantage de femmes, mais nous nous sommes heurtés malheureusement à, on ne va pas dire un refus, mais nos requêtes n'ont pas été suivies par de réponses positives. Donc voilà, donc c'est aussi un appel que nous lançons à toutes ces femmes. Et les femmes doivent pouvoir prendre la parole et nous faire partager leurs ressentis sur des questions d'intérêt public. Et aujourd'hui, on parle de la femme en politique. Alors, nous revenons donc à ce sujet important. Beaucoup de choses ont été dites. Hein. Première réaction, Madame oui, je la vais ministre. réagir tout à l'heure. Il a parlé d'études, le sociologue. Justement, c'est ce que nous faisons. On vient de faire une étude. On n'a pas fini, mais je vais donner quand même les tendances. On a posé la question de savoir quels sont les obstacles à la participation des femmes. Madame la ministre en a parlé. Oui, ce qu'on a retrouvé, le premier obstacle qui est ressorti de l'étude scientifique qui est faite avec l'IFAN, Dakar, IDA, c'est la question de l'audace des femmes. Tout le monde disait qu'on doit faire oser. L'audace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait au Compédium, les former, les aider à oser et tout ça. Le deuxième obstacle qui est sorti, ce sont les mécanismes institutionnels. Comme je disais tout à l'heure, même quand les gens n'y croient pas, quand le mécanisme institutionnel est là, ils sont obligés d'aller chercher 2 hommes, 1 femme, 2 hommes, 1 femme. Et vous allez voir que si la CEI vraiment joue ce rôle-là qu'on a arrimé là, vous allez voir que les taux vont monter et les gens vont voir les compétences. Troisième élément, c'est la question de financement. Ils en ont parlé. Et comme exemple, comme il disait, il a parlé aussi d'exemplarité. En fait, le Compédium, c'est un mouvement socio-culturel. Regardez, une femme de CP2, on parlait de les femmes ne sont pas éduquées, tout ça, ce sont des... C'est vrai, on doit être éduqué, tout le monde doit être éduqué. Mais c'est possible. On a vu des gens, paix à son âme, le vieux Nisikan, il n'était pas là à l'école, il était député. Mais il n'y avait pas son équivalent en matière de femmes. Mais avec le Compédium, on a eu la première femme niveau CP2 devenue députée. Et puis elle est partie en indépendant. Aujourd'hui, elle est un grand responsable de son parti dans l'endroit où elle est. Ça veut dire que c'est possible. Quand on forme les femmes, quand on règle cette question d'engagement, de volonté, de confiance en soi que le Compédium fait, ça c'est notre plus gros programme. Et ça c'est très important pour avoir des résultats, sans attendre que toutes les filles soient alphabétisées avant que les femmes soient au poste de décision. Alors, juste avant de dire aussi merci quand même à Fatim Djedje et Astou Touré pour ce reportage. Alors, dites-nous, docteur Lille, l'implication de la femme, justement, on l'a vu, hein, difficultés, les moyens, l'éducation. Comment faire en sorte, justement, que ces femmes, la femme, soit prise en compte dans les pouvoirs de décision? Je suis en train de me rendre compte que parfois aussi,
les femmes sont victimes d'une certaine perception du monde politique, qui est vicieux, qui est malin, qui est dur, et donc on pense que les femmes doivent être plus honnêtes, plus transparentes, plus souples, de telle sorte que c'est un monde même qui ne... Vous voyez, qui n'accepte même pas la femme. Donc vous voyez dire qu'il y a un jeu... Il y a un jeu pervers. Elle a dit tout à l'heure, il y a un jeu pervers. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde politique est un monde machiavélique, de mensonges, de dureté. C'est votre paternité, ces mots. Oui. Pardon? Non. Ces mots sont paternité. Je le dis parce que on a l'impression que les tendres n'ont pas leur place en politique. Et donc les femmes, pour vous, sont tendres? Non, je n'ai pas dit cela, mais je veux dire que l'éducation des femmes tend à les rendre tendres. Vous voyez, par exemple, on ne parle que de Margaret Thatcher, on appelait comment? La dame de fer. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que dès qu'une femme commence à présenter pratiquement les éléments masculins, parce qu'en sociologie, son nom s'appelle pouvoir. Si tu peux, tu prends. Elle a raison. Ce n'est pas affaire de niveau scolaire, c'est pas tu peux, tu prends. Donc, est-ce que là, on n'est pas face à des stéréotypes, Madame Yoli Bikone? Oui, moi je pense qu'il y a une part de stéréotypes, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Parce que le monde politique, il y a la violence qui ne dit pas son nom. La violence, elle est psychologique, elle est financière même, elle est physique, etc. Mais ceci dit, moi je voulais réagir sur l'intervention de Madame la ministre d'État. En parlant, elle a cité trois obstacles. Mais je prends l'obstacle financier. Les moyens. Les moyens financiers. La politique en Afrique, mais partout même, la politique coûte cher. Faire la campagne coûte cher. Surtout avec ces gadgets, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il y a certains pays, à côté de nous ici, qui ont pris une loi pour supprimer les gadgets. Parce que les femmes n'ont pas, elle a dit, les femmes n'ont pas suffisamment les moyens. Mais ceci dit, pour que les femmes aient les moyens, les mêmes moyens que les hommes, puisqu'ils ont une avance sur les femmes. Oui. Moi, je dis, mais il y a l'article 37 de la Constitution qui dit qu'il faut promouvoir les femmes au poste de décision. Les postes de décision sont des postes nominatifs. Ce ne sont pas des postes politiques électifs. Quand une femme est DG, elle a les moyens de DG, elle a le carburant, etc. Et donc, elle a les moyens de rentrer en politique. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu pervers, toutes ces choses-là. Mais je veux dire... la question de dire les femmes ne s'engagent pas suffisamment, où sont les femmes, ça ne se pose plus. On a eu le compendium, on a eu plus de 10 000. Vous pensez que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte. Voilà. Au niveau du CNDH, vous pensez également que c'est un prétexte de dire que où sont les femmes ne sont pas engagées, elles ont peur. Quel est votre regard? Oui, mais chaque fois qu'on a besoin des femmes, elles sont là. Et vous allez voir que lorsqu'une femme est à la tête d'une institution, ça marche. Les choses vont vite. Je sais de quoi je parle. Oui, c'est vrai. Et donc, si les femmes, on a besoin des femmes, elles seront là. Donc, il faut prendre des mesures incitatives, des mesures, en tout cas, pour accompagner la volonté politique de renforcer la participation des femmes à la vie politique. Alors, comment vous comprenez que ce n'est qu'en 2010 qu'une femme a osé, je le dis ainsi, se porter candidate à la magistrature suprême, Madame Loès Hoble. Par la suite, 2015, au départ 3, à arriver 2 femmes, et puis plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Madame la ministre? Compendium des compétences féminines. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je vais juste parler de l'aspect financier un peu, et puis je reviens sur ça. L'aspect financier, c'est très important, et c'est justement ce que le Compédium fait. Quand je vous dis c'est un mouvement socioculturel, au Compédium, c'est renforcer la visibilité, la participation, le leadership des femmes, aussi bien au niveau des nominations qu'au niveau des postes électifs. Ce n'est pas seulement comme la loi qui est réservée seulement aux postes électifs. Donc, on a fait nommer plusieurs femmes. Quand j'étais ministre, les premières femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes directeurs de cabinet. Elles peuvent pouvoir briguer un poste. Les personnes du privé, on a même créé un certificat genre pour pouvoir les encourager, pour voir ce qu'ils font. C'est-à-dire, dans chaque secteur, on doit pouvoir positionner les femmes. Quand elles sont positionnées là, elles peuvent facilement faire la politique. Même quand on te dit tu es chef de département ou bien chef de site dans mon parti, quand tu n'as pas les ressources, il y a des femmes qui sont venues nous voir. Elles disent qu'elles sont chefs de département tant dans leur, mais elles n'ont pas d'argent. Elles n'arrivent pas. Je leur ai dit, c'est pour ça que le Compédium a pris aussi la question des nominations. Donc, pourquoi il n'y a pas de femmes? C'est ce que je suis en train de dire.
dire. C'est un mouvement qu'on est en train de faire. Au fur et à mesure, les femmes vont prendre conscience. Si on parle de 105 à 305 jusqu'à 400, et au fur et à mesure, les choses vont... C'est la sociologie, ça ne se fait pas en un jour. Et moi, j'ai espoir parce qu'on a des résultats. Quand la sœur nous appelle pour nous dire il n'y a pas assez de femmes sur les listes électorales, parce que les élections commencent par là. Oui. Quand on met notre mouvement en place, en moins de 3 semaines, elle est là, 49% de femmes. C'est ça. Ça, c'est concret. Alors, concernant, on revient donc à la magistrature suprême, c'est quand même diriger un pays. 2010, Madame Hoble, 2015, 3 femmes, au départ 2, et puis plus rien. Que se passe-t-il? Elle se prépare. Que se passe-t-il? Elles viendront. Et docteur Lille, moi, sociologue, que se passe-t-il? Moi, je dirais jusqu'à dire que c'est ce qu'on est en train de dire, c'est un problème de complexe. C'est-à-dire le jour où, par exemple, il y a les moyens, on a parlé des moyens, il y a pas, la présidentielle, c'est lourd. Je vais vous dire une chose simple. Oui, allez-y, docteur. Les hommes, quand ils veulent aller en politique, nous sommes confrontés au même problème des moyens. Moi-même qui suis assis là, je suis enseignant, chercheur et j'ai été candidat aux législatives. Je ne me suis pas posé les questions de moyens, je n'en avais pas plus que quelqu'un. Mais j'avais la confiance qu'en tant que garçon, c'est-à-dire que je me suis donné d'autres éléments de compréhension. Je me suis dit que c'est un monde impitoyable, c'est un monde de mensonges. C'est-à-dire que j'ai pris le monde, je me suis préparé réellement à affronter ce monde. Alors que les femmes, c'est toujours facile de dire vous n'avez pas les moyens, ceci, cela. Et puis il y a des heures, madame, je vais vous dire la vérité. Quand vous faites de la politique, vous n'avez plus de vie. Alors que c'est qui, pour les femmes, peuvent poser problème, si elles sont mariées et autres. Justement. La politique a des réalités. Tout à l'heure, je parlais de machiavélisme. Vous m'avez dit d'assumer. J'assume pleinement mon propos. Parce que y a ce qu'on appelle le politique et la politique. Oui. Le politique, c'est peut-être la gouvernance, mais la politique, c'est la ruse, c'est utiliser tous les moyens pour parvenir au sommet. Est-ce que les femmes, depuis leur naissance, sont prévues, préparées, décomplexées pour le faire? C'est une question. Mais si telle n'est pas la question, quand vous avez posé la question de est-ce qu'elles sont prêtes, psychologiquement, elles ne sont pas prêtes. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit le suprême là, plus on va haut, plus il faut taper plus fort. Voyez-vous? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, nous-mêmes, comme l'a dit une dame, elle a raison, on doit aider toutes les femmes à aller dans ce sens aussi, parce qu'elles sont capables. Parce que ce serait dommage que nous nous privions de leur capacité, tout simplement par machiavélisme. C'est-à-dire que quand un homme est même médiocre ou minable, mais il a confiance en lui. Vous connaissez des gens dans ce pays. Oui, mais il jette les moyens aux yeux de tout le monde, il fait le beau gosse, il raconte sa vie, il joue le séducteur et il finit par arriver au sommet. Ce sont ses arguments. Ce sont ses arguments. Et il n'apporte rien. Alors qu'on a des femmes qui sont tout à fait capables, monsieur vient de le dire, qui quand on les met aux institutions, parce que les femmes sont plus déterminées, les femmes n'aiment pas échouer. Les femmes, ça s'appelle la seconde chance. Parce que longtemps, elles ont été discriminées. Et quand vous leur lancez un défi, elles le relèvent sans problème. Et ce serait dommage que pour cette fameuse perversion ou paradoxe dont parlait tout à l'heure Madame Yolibi. Voilà, on soit là dans un schéma qui ne dit pas son nom. Et c'est toujours les médiocres parce qu'on va leur donner. Et puis, il y a aussi un élément très important, et je vais terminer là-dessus. Allez-y. Quand une femme échoue, on dit que vous avez mal fait. Parce qu'on savait qu'elle allait échouer. Quand un homme échoue, on a tendance... Voilà. Donc, on trouve que c'est normal qu'un homme échoue. Et c'est anormal qu'une femme échoue. Voilà. Au ministère de la Femme, comment vous essayez, à votre niveau, de faire changer, en tout cas, de faire en sorte que cela soit moins perçu ainsi? C'est la sensibilisation. La sensibilisation, l'information. Pour que la femme elle-même ait confiance en elle-même. Oui. Et la formation, la sensibilisation des hommes à aider forchi. Parce que quand une femme a réussi, c'est toute la famille qui a réussi. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une femme qui réussit à gérer sa famille avec des enfants qui ont des caractères différents, plus le caractère de son mari, donc qui est une meilleure gestionnaire des familles, dès l'instant où on parle de gérer une société, etc., on la trouve, non, elle ne peut pas. Ce sont les meilleurs gestionnaires. On l'a vu, les hommes qui ont réussi, les sociétés qui ont fait confiance à des femmes, ces sociétés-là sont au top niveau. La Côte d'Ivoire, on l'a dit, on a fait une étude ici, on a dit, en 2017, la Banque mondiale l'a dit. Et si l'émergence était une femme? Les femmes, quand elles rentrent en politique, quand elles sont en politique, elles apportent quelque chose, la ministre de l'État l'a dit, elles apportent quelque chose de meilleur. Elles pacifient, elles pensent à tout le monde. Et donc, par rapport à cela, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a plusieurs mécanismes et associe les hommes
à la prise de décision, parce qu'il ne s'agit pas Bien sûr. de faire gouverner la société par les femmes. Il s'agit de faire en sorte que la société soit gouvernée par les hommes et les femmes pour qu'elle soit meilleure. Et c'est par cela que nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous associons les hommes et les femmes à tous les programmes qui sont faits au niveau du ministère. Parce que ce ministère, tenez-vous bien, c'est le ministère de la femme, mais c'est de la famille. Dans la famille, il y a les hommes et il y a des enfants. Donc, nous sensibilisons tout le monde, nous formons tout le monde et nous disons que c'est un processus. Et tant que nous n'allons pas atteindre l'objectif fixé par le gouvernement pour notre ministère, nous continuons à faire le travail qui est le nôtre. Et nous allons le faire tout le temps, jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat escompté. Détermination. Je vais vous poser une question à tous les quatre avant que nous passions au prochain sujet. Alors, il y a des femmes qui sont en réalité politiquement très actives. C'est vrai qu'elles rencontrent, vous l'avez déjà dit, hein, des violences psychologiques et physiques, mais une autre violence, le conjoint ne souhaite pas que sa femme fasse de la politique. Alors que ça, parfois, c'est un débat. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas de figure? Et si oui, comment vous l'avez géré? Le conjoint ne veut pas que la femme fasse de la politique. Et quand on commence à former les femmes, tout ce qu'elles ont comme problème, elles viennent nous expliquer. Oui. Parce que la politique, ce n'est pas un milieu aussi simple. Et donc, en fonction de ça, quand elles ont des difficultés, soit on approche le conjoint, parce que comme je vous dis tout, c'est une mauvaise perception. Souvent, on condamne les gens pour rien. Ils ne savent même, comme on dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent gagner en laissant leurs femmes aller en politique. Donc, on essaie de les sensibiliser. En tout cas, quand on fait des formations dans ce sens, quand il a compris, c'est lui-même qui pousse sa femme à aller de l'avant. Mais pour parler toujours de cette question, moi, je pense que les femmes aussi, ce qui est bien, qu'elles se mettent en réseau. Vous voyez, non, j'ai mon problème de conjoint. J'ai réglé de telle façon. Je viens, j'exprime à l'autre. Quand on dit aux femmes de se mettre en réseau, là, par contre, il y a un problème. Solidarité, jalousie. Oui, non, j'arrive pas. Je lui ai dit toujours, quand c'est pour faire les études, quand c'est pour vous coacher, vous former, c'est le rôle que le président de la République m'a donné, valoriser les compétences féminines pour accompagner la volonté politique. Ça, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Cette année, on est dans notre 10e année, meilleur programme africain, meilleur programme au monde par la francophonie. On a genre, oui. Et c'est ce qu'on a fait tout le temps pour la Côte d'Ivoire. Et aucun autre pays ne l'a fait. D'accord? Oui. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est que les femmes soient mises en réseau. Une seule personne ne peut pas être un réseau. Là aussi, ni le président, ni moi, je ne peux pas faire le réseau pour qu'on constitue cette force pour pouvoir faire des choses. On parle de la loi. Mais vous-même, les femmes, vous savez que la loi vous arrange. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ils ne se mettent pas en réseau? Pas de solidarité. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire comme avant le féminisme. Là. Les gens faisaient le féminisme à l'époque parce qu'elles étaient tellement opprimées, donc elles sont sorties un coup comme ça. Mais aujourd'hui, on a des approches conciliantes, comme l'approche genre qui permet de prendre les hommes et les femmes ensemble pour aller au développement durable et équitable. Mais on vous dit que quand le problème est sérieux, mettez-vous en réseau. C'est ce que les gens font, même aux États-Unis. Quand les Noirs luttent, quand les Blancs viennent les accompagner, ça marche très vite. Au niveau du CNDHCI? Oui. La situation que vous décrivez n'est pas spécifique à la politique, hein. Mais bon. Puisque nous parlons de politique, des femmes. Comme nous sommes en train de parler de politique, je voudrais dire que c'est une situation que nous qualifions de déni d'opportunité, qui est une violation des droits de l'homme. Et donc. Ils nous entendent, hein? Oui, évidemment. Certains dénis d'opportunité, c'est une forme de violence basée sur le genre. Et donc, nous devons, comme je l'ai dit au départ déjà, continuer la sensibilisation pour que les hommes qu'ils sachent qu'en empêchant leurs femmes d'aller exercer l'activité de son cœur, il lui fait un déni d'opportunité. Voilà. Ça, c'est clair. Non, c'est clair. Oui, c'est un déni d'opportunité. Oui. Bon, au niveau du ministère? Bon, sur cette question, je voudrais dire que c'est pour ça que nous disons dans nos sensibilisations, dans tous nos programmes, c'est et les hommes et les femmes. Mais ceci dit, on ne peut pas aller en politique, comme il a dit, qui est un monde assez violent quand même pour les femmes. Oui. Il y a même eu un programme de la CEDEAO qui a traité de cette question de violence des femmes en politique. Et donc, c'est un monde assez violent pour les femmes. Donc, on ne peut pas aller dans ce monde-là sans avoir un appui familial, un appui de son mari. Et donc, ça se prépare. Et comme je le disais, quand la femme veut, là, oui, elle sait trouver les moyens d'eux. Mais on ne peut pas se cacher pour dire qu'on veut faire de la politique. Son mari ne sait pas. Et puis, pouf, vous sortez. Non, ça ne marche pas. Et c'est pour cela que nous, au ministère, lorsque nous coachons les femmes, lorsque nous sensibilisons les hommes,
nous les sensibilisons en leur montrant l'opportunité que la femme ait un poste de décision qui va profiter à tout le monde, qui va profiter à la famille, à l'homme lui-même. C'est vrai, il y a cette question où si la femme est au-dessus, l'homme est un peu jaloux. Ça, c'est un autre problème. Ça existe. Ça existe. Mais je veux dire, on ne peut pas aller en politique sans avoir un appui familial. Donc, ça se prépare. On ne le cache pas à son conjoint. On le dit. C'est un contrat qu'on a même lorsqu'on doit rentrer en mariage avec quelqu'un. Il faut montrer ce qu'on est. Il faut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dès le départ. Parce que si on rentre dans du faux et qu'on se cache pour aller faire de la politique, ça va sortir parce que les réunions politiques, pour vous dire, la perversion dans les réunions politiques, souvent, moi j'ai été syndicaliste, les gens faisaient les réunions à partir de 1h du matin, c'est là-bas on prend les décisions. Et il y a des réunions politiques, c'est tard dans la nuit. Mais si votre mari ne sait pas que vous allez à une réunion politique, il faut le lui dire. Oui. Il faut le lui dire, il faut le préparer, lui expliquer. Et nous, au ministère, comme je le dis, nous sensibilisons et les hommes et les femmes pour voir l'avantage comparé, pour dire, c'est une compétence que les femmes ont. Mais Dieu, attends, il y a les hommes, il y a les femmes. Le soleil brille sur la tête des hommes, le soleil brille sur la tête des femmes. On est complémentarité. On est complémentaires. Et donc, notre programme, il est englobant. On sensibilise tout le monde et il ne faut pas cacher ce qu'on veut faire. On ne peut pas rentrer en politique en tant que femme si votre mari ne vous soutient pas. Ce n'est pas possible. Si votre famille ne vous soutient pas, ça va être très, très, très difficile. Vous allez casser la famille si on ne fait pas attention. Alors, le regard du sociologue nous intéresse sur ce sujet. Et là, je vais un peu décaler parce que vous avez demandé du vécu. Moi, j'ai été candidat. Oui. Et là, les femmes, c'était un peu compliqué. Elle a raison. À minuit, 1h du matin, au moment où on se retrouve, on fait nos points. C'est toujours désagréable pour moi, en tant que candidat, d'expliquer que madame est avec moi, elle a fait ceci, elle n'a pas fait cela. Et donc, elle a raison. S'il y a la relation de confiance qui existe, vous savez que votre femme aime cela. Et vous savez qu'elle a des compétences. Vous lui faites confiance. Vous savez qu'elle va être responsabilisée. Je pense que les choses seront beaucoup plus simples. Plutôt que ce soit toujours sur fond de suspicion, c'est pas clair, c'est pas net, etc. De telle sorte que c'est du vécu, cette violence-là, où franchement, elle fait du bon travail, mais juste pour des questions de jalousie du mari, ou parce que si vraiment elle a la place, lui n'aura plus l'ascendant, elles sont victimes de... C'est un complexe. Oui. Il peut y avoir un complexe. Mais naturellement. Mais oui, parce que vous savez, les femmes sont toujours déterminées. Hein. Ça, je le dis parce que en politique, c'est clair. Vous dites à une femme, allez-y à tel endroit, allez-y sensibiliser, allez-y mobiliser, allez. Elle le fait. Absolument. Mais les hommes, vous leur donnez, bon, excusez-moi, j'ai trahi un secret, le carburant, il va aller suivre d'autres femmes là-bas raconter. Bon. C'est pour vous dire que ce que j'ai remarqué de mon vécu, c'est qu'elles sont très déterminées. Et en matière de domination, ce n'est pas une domination brutale, stérile, mais c'est plus une domination qui va dans le sens de rassembler, de fédérer, d'apporter. C'est-à-dire qu'elles ont été tellement discriminées qu'aujourd'hui, elles veulent montrer de quoi elles sont capables. Voilà pourquoi, quelqu'un l'a dit dans l'élément, toute notre solidarité doit aller vers elles. La loi doit aller vers elles. Les pesanteurs sociales doivent aller vers les bails. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie, et moi je suis 100% d'accord pour qu'on les accompagne pour voir. Et moi je pense qu'elles nous tiendront la dragée haute. Parce que cette manière de faire de la politique machiavélique, où c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais c'est la ruse. Parce que de toutes les manières, en politique, c'est difficile. C'est dur. Si on n'est pas armé, on a des problèmes. Voilà. Et c'est parce qu'avec, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de violence physique, psychologique. Verbal, harcèlement. Et justement, quel impact peut avoir cette violence psychologique sur la femme? Pas physique, mais psychologique, harcèlement. C'est pour ça qu'on parle de les préparer. Vous savez, tout le monde sait, la politique, c'est violence, la femme, c'est la paix, la conciliation. Mais avant de partir, il faut que la femme même soit préparée. Moi, je prends toujours notre exemple des femmes du CP2. Il y en a plusieurs. Mais quand elle est préparée à ça, quand elle a vu d'autres modèles, l'exemplarité, elle fait partie aussi de l'acquisition des compétences. Et elle est préparée, elle sait que c'est comme ça, elle se prépare, elle réussit.
Vous voyez, non. C'est pour ça que quand on parle de formation, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. C'est vrai que ça ne se voit pas, mais ce qu'on change dans la mentalité des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que je vous ai dit, quand on les forme, tout change. Moi, c'est pour ça que les gens trouvent que je suis très optimiste. Je crois qu'on va y arriver parce que quand on les forme, ils changent. Ils changent et c'est eux qui sont devant. Mais Madame Lamy, vous avez trop duré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait ceci? Doucement. Mais justement, ce sujet intéresse également. Vous dites tellement intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que si en Ukraine et en Russie, il y avait des femmes, on serait arrivé là. Docteur, on va passer au troisième sujet. Justement, les populations sont très intéressées par ce qui se passe, ces femmes en politique. Elles se prononcent, elles font des propositions également. Nous suivons ensemble. Je trouve qu'on a besoin des femmes en politique parce qu'on a besoin des femmes dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Et si elles ne font pas la politique les fera parce qu'elles sont concernées par la politique. On est obligé d'avoir les opinions, la pensée des femmes pour savoir comment orienter aussi, comment faire la politique du genre. Aujourd'hui, on est en train de penser comment rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que la femme est importante. Moi, je pense que les femmes n'aiment pas parce qu'elles sont beaucoup vulnérables, peut-être elles ont peur, tout ça. Alors qu'on a tous les mêmes chances. Elles peuvent participer, c'est normal. On a tous les mêmes choses en fait. C'est seulement le sexe qui fait la différence. La Bible a été vraiment très claire là-dessus, hein, parce qu'il est écrit que la femme se taise dans l'église et puis pour recevoir l'instruction. Elle n'a pas le droit de parler. Vous voyez? Donc je ne pense pas qu'une femme, vraiment, Dieu même est autorisé à une femme de venir prendre les décisions sur l'homme. Vous voyez? Donc la place de la femme, c'est d'abord à la maison. En Afrique, les femmes ne sont pas beaucoup en politique à cause de la culture africaine. En Afrique, on dit que la femme doit rester dans la cuisine et tout ça. Et elles sont sous-estimées. On dit que la femme, elle va aller faire quoi là-bas? Là-bas, c'est pour les hommes. Elles doivent oser parce qu'elles ont beaucoup à donner. Elles sont amour. Dans la politique, si la femme se donne, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. En partant de la Bible, qui dit qu'un homme sans femme n'est pas un être humain. Donc, à moi, mon avis, je pense bien que la femme, elle doit contribuer aussi au développement d'un pays. De nos jours, nous sommes égaux. Il y a l'émancipation des femmes et tout ça. Nous partageons les mêmes droits que les hommes. Donc, nous devons nous tous nous lancer dans des carrières politiques. Je pense que les femmes sont très importantes dans le domaine de la politique parce que nous avons comme exemple les ministres Mme Kandia Camara et Anne Désiré Ouloto. Et au plan mondial aussi, on voit qu'il y a des dames qui dirigent des pays. Donc pour ma part, les femmes sont très importantes. Et pourquoi pas un jour avoir une dame à la tête de notre pays? Pourquoi pas une femme un jour à la tête de la Côte d'Ivoire? Alors voilà, les Ivoiriens donc se sont prononcés. Réaction sur le plateau. On parle de... Elles ont peur, il faut qu'elles osent également. Alors, Madame Yolibi. Elles ont peur, oui, elles doivent oser. Il y a une dose d'audace, parce que c'est une question de volonté aussi. C'est vrai que c'est une candidature, on dit, bon, il y a le quota, etc. Mais déjà, comme je l'ai dit, il faut faire le premier pas. Un enfant qui baisse les bras, on ne peut pas le prendre. Il faut lever les bras. Et donc, elles doivent oser. Il y a une dose d'audace qu'on doit avoir. Parce qu'il faut les femmes comprennent que, comme il a dit, hein, si vous ne faites pas la politique va vous faire. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner. Et si vous n'êtes pas où on prend les décisions, comment vous allez donner, comment les décisions vont se prendre en votre faveur ou savoir vos besoins? Il faut que vous soyez là. Et donc, c'est ce que nous essayons au niveau du ministère, d'expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles soient où on décide, pour mieux décider pour elles-mêmes, pour qu'elles disent leurs aspirations. Et c'est pour cela que ces lois de quotas, etc., ça permet de booster les femmes elles-mêmes, parce que ça permet de faire découvrir même des talents cachés, parce qu'elles ne savent même pas qu'elles-mêmes, là, si on la met là, elle va le faire. Mais avec ces lois qui aident, quand on emmène, elles se découvrent elles-mêmes. On a vu quand les femmes sont responsables d'institutions, etc. Absolument. Alors, justement, Monsieur Konandji, comment créer une émulation, une vocation chez les jeunes filles? Parce que lorsque les femmes ne sont pas mises à l'honneur, il n'y a pas cette visibilité, parce qu'elles ne sont pas au poste de décision, comment on provoque cette émulation, cette vocation? Alors, la première chose que je voudrais dire rapidement, c'est que quand j'ai regardé l'élément, on voit que les avis sont vraiment divergents. Absolument. Voilà. Ce qui veut dire
au niveau de la sensibilisation, il y a un travail important à faire. Il y a un travail important à faire parce que quand je prends par exemple le mandat du CNDH qui couvre non seulement la protection, ce mandat-là couvre également la promotion. Donc à ce niveau-là, nous devons continuer de former pour que, même sur le campus, on n'ait pas des gens qui disent que la femme doit se taire. Oui, parce que déjà au campus, c'est des étudiants qui sont à un certain niveau d'instruction déjà, qui disent que la femme doit se taire, c'est qu'il y a problème. Donc nous devons quand même poursuivre la sensibilisation, poursuivre les formations et dire par exemple qu'au niveau du programme de coaching, c'est un programme également qui ouvre une lucarne sur le partage d'expérience. Alors, à travers le récit du vécu de candidates ou d'anciennes candidates ou de personnes qui ont vécu des situations, on peut aider des personnes dubitatives à prendre la décision. Et c'est ça l'importance du programme de coaching. Voyez. Alors, Madame la Ministre, justement, il y a aussi, c'est vrai, des hommes, parce qu'on parle des femmes, mais il y a des hommes qui font ce plaidoyer, qui accompagnent. Ce n'est pas, comme vous le disiez, des femmes contre les hommes contre les femmes. Est-ce qu'au niveau du compendium, justement, vous faites il y a cette approche à l'endroit de ces hommes qui font ce plaidoyer, qui accompagnent peut-être leurs femmes? Comment ça se passe? Quand nous avons compris que l'important, c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde, la sociologie qui est en marche, entre les inégalités entre les hommes et les femmes, quand ils comprennent, ils prennent des décisions justes, équitables. Donc, on forme les hommes. Au Compédium, on a 4 cibles, parlant des jeunes filles. On a les femmes 4 de haut niveau qu'on a formées pour qu'elles puissent tirer les autres. Même la ministre d'État, elle est au Compédium. On a des femmes, des jeunes filles qui sont compétentes, qui ont des compétences à affirmer. Mais il faut aller les tirer. Depuis 10 ans, on les tire. Je vois cette jeune dame qu'on appelait Madame le maire, déjà à la formation. Celle-là, elle a un avenir. Vous voyez? Et on les forme. Il y a aussi les femmes rurales. Les femmes rurales au Compédium, elles ne sont pas forcément alphabétisées, mais elles ont une dose de compétitivité qu'il faut développer. On en a pris 502 dans la région du Béquet, parce que c'est notre première cible. Ça, c'était en 2018. Et c'est 502 femmes. Si vous les voyez, vous allez dire, mais la Côte d'Ivoire perd trop de choses en ne s'appuyant pas sur ces femmes-là. Et il y a les femmes de la diaspora. Elles sont ailleurs. Il y a une qui est en Irlande. Je crois qu'en Irlande, il y avait une femme présidente, non? Elle est restée, je crois, plus de 15 ans. Il paraît que quand elle devait partir, les gens se sont demandé, est-ce qu'un homme pourrait diriger l'Irlande? C'est ça. C'est un beau message. C'est ça la beauté de ce que nous faisons. Donc, à tous les niveaux, il faut former les gens. Si on veut vraiment réussir, je ne parle pas de n'importe quelle formation, je parle de stratégie, genre qu'on apprend aux gens, on change leur mentalité pour avoir l'équité et la justice sociale partout. Changement de mentalité. Il y a les programmes de mentorat. Il faut qu'elles aient des mentors, qu'elles soient accompagnées. Il y a ce programme-là au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Des mentors pour... on peut mentorer son enfant, on peut mentorer son élève, etc. Mais il faut des mentors, il faut accompagner les femmes, les jeunes filles, dans ce qu'elles ont choisi pour qu'elles puissent arriver. C'est ça, sans cela que madame la ministre disait, il faut former. Mais en formant, il faut accompagner sur le long terme. Parce que si on n'accompagne pas sur le long terme, elles vont baisser le bras. Parce que la société, comme on dit, elle est encore... elle est rigide. Elle est encore un peu rigide. Et donc, si on ne les accompagne pas longtemps, sur un long processus, sur un cycle, ça va être difficile. Et donc, ce programme de mentorat, il est important. Parce que des pays comme les États-Unis, les pays développés, il y a ces programmes de mentorat des jeunes filles. Et je crois que ça a très bien commencé en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait à un moment donné, quand j'étais dans la société civile. On a mentoré des filles. On a eu une dame elles étaient 4. Mais ça coûte cher, mais ça leur a donné. Elle a été députée, elle a été même vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc, c'est dire qu'un modèle et un processus de mentorat sur le long terme. Et ça marche et ça fonctionne. Docteur Lille, à quel niveau faut-il faire encore des efforts aujourd'hui pour une meilleure participation de la femme en politique? Les efforts, il faut les faire au niveau des prises de risques. C'est-à-dire qu'il faut amener les femmes à comprendre qu'elles ont droit à l'échec au même titre que les hommes. Il faut leur donner aussi cette opportunité que dès petites, même à l'école primaire, elles ont le droit d'être chefs de classe. Parce que si vous découvrez ces choses-là tardivement, vous avez un retard pas possible sur les hommes. Parce que le vice s'est déjà installé, beaucoup de choses se sont installées. Donc, déjà, vous avez parlé d'oser, et puis l'estime de soi.
C'est-à-dire qu'une femme doit se sentir totalement capable. C'est une question, comme disent les Canadiens, de capacitation. Dans les autres pays, les gens se disent capables. Et il faut toujours donner l'occasion aux femmes de prester. Parce que moins elles presteront, plus elles douteront. Alors que plus elles presteront, plus elles auront des succès. Et les succès, c'est ce qui fonde l'estime de soi. Un homme peut aller en politique, il perd, on lui dit c'est pas grave. Mais une femme, on a l'impression qu'elle a fait perdre le parti. Donc là, c'est discriminatoire aussi. Voilà. Comment? À ce niveau, c'est également discriminatoire. Discriminatoire, voilà. Voilà. Ça dit qu'il faut véritablement qu'on s'y mette tous. Et qu'on se dise que qu'est-ce qu'on perd en perdant l'intelligence des femmes. Voilà pourquoi dès le début, je vous ai dit qu'à l'époque, on était à 50-50. Oui. Parce que chaque nuit, quand chaque homme demandait à sa femme, et que le lendemain, il passait pour une intelligence ou l'arbre à palabre, il disait jamais c'est madame qui m'a dit. Mais n'empêche qu'il était convaincu que, naturellement, la femme était plus compétente que lui. C'est vrai que ça se faisait comme ça à cette période, mais aujourd'hui, on leur donne moins peut-être d'opportunités de nous aider dans la réflexion. Et donc, de ce point de vue, ça joue pratiquement contre toute la société entière. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec les dames pour dire que ce n'est pas homme contre femme, mais ensemble qu'on regarde que toutes les intelligences qui peuvent s'exprimer pour le progrès du pays soient mises en avant. Alors, au niveau du Conseil, justement, comment faire en sorte, justement, c'est la même question, hein, pour une meilleure prise en compte de la femme en politique? Alors, je pense que déjà, la loi sur le quota a été prise en 2019, accompagnée d'un décret. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Oui. Et nous avons eu des élections législatives. C'est le moment quand même d'évaluer la mise en œuvre de la loi au regard des législatives, d'en tirer toutes les leçons et de voir également quelles sont les mesures à appliquer, notamment la question de l'harmonisation de la législation entre la loi sur le quota et le code électoral pour prendre des mesures d'accompagnement ou des mesures correctives pour que lors des municipales, la participation des femmes soit exemplaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez, et je vais m'adresser d'abord au docteur Lille, lorsqu'on a des cérémonies, quelles qu'elles soient, baptême et autres, ou lorsqu'il y a une autorité qui arrive, il y a une petite fille qui arrive à l'aéroport ou avec les fleurs, ou lors des cérémonies, il y a une jeune fille qui vient avec de l'eau. Comment vous qualifiez cela? Est-ce une habitude? Est-ce que c'est comme ça, que c'est conventionnel? Comment vous le qualifiez? Comment vous le ressentez? Je le ressens un peu comme une petite perfidie, où la raison qui est que la femme doit être séduisante du genre « sois belle et tais-toi ». C'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais parfois ça peut créer des situations qui n'ont pas de sens aussi. Par exemple? C'est-à-dire que quand elle le fait, on a l'impression que c'est son rôle qui est là. Venir avec la fleur, sourire sans plus. Est-ce que vous voyez? Ça fait des années que ça dure. Mais c'est malheureusement... Et partout, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est là aussi vous voyez que les habitudes ont la dent dure. Est-ce que vous voyez? Pourquoi pas un petit garçon? Pourquoi un petit garçon ne donnerait pas une fleur aussi? Voyez-vous? Et c'est comme ça que, pourquoi un garçon a un pistolet et une poupée? Voyez-vous? Si vous voulez, là, on peut aller plus loin dans les discriminations. Parce que, déjà, le formatage est là. Parce qu'elle va venir, elle va jouer la Miss Tenguette, elle va faire ceci. On a l'impression qu'en dehors de cela, elle n'a rien d'autre à proposer. Voyez-vous? Et de glissement en glissement, elle commence à jouer des rôles, elle se sent bien dans ce rôle, alors que ça n'a strictement rien à voir. Et parfois, ça peut être pervers. C'est la première de classe, parce que de plus en plus, ce sont les filles qui sont premières et les garçons sont derniers. Vous pouvez regarder partout, même à HEC partout. Et alors, si vous continuez, celles qui sont premières de classe, elle leur dit d'aller donner le bouquet de fleurs, et puis elle rit, elle se prend pour une miss. Après, elle commence à faire autre chose. Alors que le dernier, le gourgandin qui est là, il se prend pour quelqu'un d'intelligent. Docteur, vous avez... Je suis un peu dur, hein? Non, vous dites ce que vous pensez, c'est votre liberté et on respecte. Alors, Madame la ministre, par rapport à ce qui est présenté, c'est comme un stéréotype. Ça fait partie de notre... c'est pas la culture, mais ce sont nos habitudes. Comment vous ressentez cela? Quel commentaire? Moi, je reviens toujours sur moi-même. Parce que comme je suis restée pendant longtemps dans ce domaine, la première des choses, c'est qu'on forme ces gens pour débloquer les stéréotypes. On dit une bonne femme ne doit pas prendre la parole en public. Ça va rester longtemps, non? Oui. Mais quand tu viens déposer le compendium et que tu coaches les femmes de tête qu'elles prennent la parole en public, le stéréotype est cassé.
on est au niveau de la famille. On dit que ce sont les jeunes filles seulement qu'on prend. Peut-être que ça a des conséquences. Attends. Mais tu prends une décision, tu mènes une action de telle sorte que ça change. Oui. C'est pour ça qu'on dit que le genre est transversal. Le ministère de la famille, dans nos familles même, on peut prendre les questions des stéréotypes et puis on frappe là-dessus. On prend le ministère de la justice, on regarde les lois, on regarde les lois qui sont discriminatoires, on les change. On prend le ministère de l'économie. Qu'est-ce que tu fais de notre budget? Au niveau des hommes et des femmes. Ça va loin, hein? Qu'est-ce que tu... Mais si! Ouais, ouais. C'est ça qu'on doit faire. Et on a la chance en Côte d'Ivoire, on a une meilleure pratique qui est le compédium. Je dis qu'au monde, ça n'existe pas. Même le Rwanda, qui est premier pays en matière de bonnes pratiques, il demande le compédium. Parce que ce sont des stratégies qu'on a développées pour casser les stéréotypes, pour qu'on puisse aller de l'avant. Les résultats ne seront pas pour aujourd'hui. Et là où je suis d'accord avec elle, sans stratégie, oui. Non, jamais. C'est impossible. La stratégie, c'est l'art de disposer les gens pour aller à la guerre. Stratégia, c'est en latin, et en grec. Et j'irai plus loin en vous disant que ce qu'elle dit est tellement fondé que les hommes, sans se parler, nous avons ces stratégies entre nous. Ah. Je veux dire que, allons droit au but. Si demain, il y a 2 postes de députés, il y a de fortes chances que lui et moi, on s'entende, on ne dorme pas. Mais est-ce que forcément... Est-ce que vous êtes les meilleurs? Ah, on n'est pas forcément, mais nous, on se dira que c'est notre place. Parce que déjà, stratégiquement, nous avons un formatage de base. Notre logiciel nous dit que si des femmes nous battent, c'est la honte pour nous. Alors, monsieur Konanji, justement, on a parlé de ces stéréotypes, la petite fille qui vient de l'eau ou des fleurs. N'est-ce pas une forme de violation de droit? Oui, oui, bien sûr. Alors, comment vous voyez cela? Comment vous le qualifiez? Oui, alors, pour parler de violation de droits, il faut déjà voir quels sont les instruments qui prévoient ces droits-là. Alors, nous sommes dans une société quand même, une société qui a ses pratiques. Et nous, notre rôle, c'est d'amener la société à appliquer les principes qui sont, adoptés au plan international, en tout cas en matière des droits de l'homme. Donc, nous n'allons pas pour juger sur les pratiques, mais nous allons jouer sur ces pratiques-là pour qu'elles soient conformes aux principes des droits de l'homme. Et c'est ça. Et ça nous montre également la mesure du travail qu'on a à faire. Ah oui. Alors concrètement, puisque c'est un cas concret qui existe, je l'ai dit, au-delà de la Côte d'Ivoire, comment vous pourriez agir justement pour faire changer ces habitudes, ou en tout cas améliorer l'existant? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on est en train d'en parler. Oui, évidemment. Oui, le fait d'en parler déjà, ça fait sortir la question, ça fait émerger la question. Oui. Et ça nous permet de prendre la question en charge au niveau des campagnes de sensibilisation que nous avons, au niveau des échanges, des plaidoyers que nous menons. Et je pense que c'est seulement à partir de ces campagnes, de ces plaidoyers, de ces formations, qu'on va faire sortir ces pratiques-là de la peau de la société. Moi, ce que je peux proposer à ce niveau, très clairement... Concrètement, allez-y. Concrètement, je rejoins Madame la ministre. Moi, la première fois que j'ai pris la parole, c'était à l'âge de 6 ans. J'étais premier de ma classe, j'ai fait un discours. Mais le fait de prendre la parole, c'est-à-dire au lieu qu'elles aillent donner le bouquet bêtement et rire bêtement, qu'elles arrêtent ça et elles donnent un discours à l'homme politique. Vous verrez que le regard va changer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle ne va pas juste pour... C'est pas elle qui dit le bouquet, mais c'est elle qui dit le bouquet et non le bouquet qui l'a dit. Parce que souvent, nous les garçons, ça nous arrive parfois tout petit, de nous retrouver devant des autorités. Mais chaque fois, on nous donne quand même la parole de dire 1 ou 2 mots. Et souvent, on impressionne. Parce qu'on arrive à dire des choses, alors que parfois, les femmes, ce n'est pas toujours le cas. Elles donnent le bouquet, elles sourient, elles disparaissent. Mais je pense que, comme elle l'a dit, si déjà, quand on leur dit d'aller donner le bouquet, on leur permet de s'exprimer. Je pense que ça pourrait les aider. Madame Yolibi connaît les jeunes filles doivent pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça part de l'éducation. Et la société, qu'elle soit patriarcale ou non, reconnaît ce rôle d'éducateur à la femme. Et donc, il faut travailler au niveau des femmes pour qui éduque le petit garçon et la petite fille différemment? C'est la maman. Oui. La cellule. Et donc, c'est la cellule familiale, mais c'est principalement la maman. Parce que dans nos sociétés, comme on le dit, quand un enfant réussit, c'est son papa. Quand l'enfant n'a pas réussi, on dit c'est sa maman. Parce que l'enfant passe les 7 premières années, en tout cas plus collé à sa mère qu'à son père. Donc, dans la formation, comme l'a dit Madame la ministre, si on a formé les femmes, elles savent comment éduquer leurs enfants. Oui. Garçons comme filles.
pour ne pas que le petit garçon, quand il devient grand, violente les femmes, parce que c'est tout petit, lui il va jouer au ballon, et la petite fille, c'est elle qui doit faire les tâches ménagères. Ça part au bas âge. Et donc cette question d'éducation, c'est important. Et c'est en cela que moi je suis d'accord quand on prend des lois pour dire que les petites filles, on doit d'abord les déclarer à la naissance. Oui. Ensuite, on doit les scolariser jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est une loi et c'est obligatoire pour tout le monde. Et il y a beaucoup de programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, les mamans qui acceptent, par exemple, de scolariser leurs enfants, de ne pas les sortir de l'école, parce qu'elles les sortent de l'école parce qu'elles doivent les aider aux tâches, aller vendre et tout ça. Il y a des accompagnements du gouvernement avec des prises en charge, avec les partenaires au développement. Tout ça là fait qu'aujourd'hui, plus les filles vont à l'école, plus on voit leur plus-value, et plus elles s'expriment, et plus elles ne jouent pas à ce que vous dites, à ne donner que des bouquets et à ne rien dire. C'est la société qui les amène à donner des bouquets et à ne rien dire. Si le regard de la société change, si l'éducation change, elles ne donneront plus des bouquets, elles vont... On a eu des filles ici, Miss Mathématiques. Oui. On a vu ici les filles qui sont majeures, comme il a dit. Aujourd'hui, dans tous les programmes, lorsqu'on donne la possibilité à la petite fille d'être bien scolarisée, d'arriver et d'avoir les moyens de sa scolarisation, elles sont meilleures. Mais alors, vous parlez de Miss Mathématiques. Combien de personnes suivent cette compétition qui met en exergue toutes les qualités de ces jeunes filles? Le ministère de la Femme et de la Famille suit. Oui, cette année, on les a mis. C'est elle qu'on les a mis. Oui, mais je vais dire déjà, si le gouvernement, à travers le ministère, les met en exergue. Aujourd'hui, quand on faisait le lancement, par exemple, de la Journée internationale de la femme, ce sont ces filles-là. Parce que nous avons une direction de la promotion du genre et de l'égalité. Et cette direction-là travaille à sortir ces talents cachés de jeunes filles pour servir de modèle. Et cette année, si vous regardez les images, elles ont été mises en exergue. Les filles qui sont meilleures dans leur promotion, on a fait la gifle des arts hier ou avant-hier. Les rues de Babi sont venues. Les Miss Mathématiques étaient autour, c'est elles qu'on a mis en exergue. Donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et je pense qu'il faut encourager ce mouvement-là pour que le regard change. C'est la société qui a été formatée comme ça, mais petit à petit, c'est en train de changer. Aujourd'hui, si on voit des femmes qui sont gendarmes, on n'en avait pas. Ce sont des luttes qui ont mené tout cela. Tout à fait. Donc, je pense que c'est bon. On est en train donc d'évoluer. 2023 est à nos portes. Comment préparer justement ces élections locales qui sont de proximité, qui sont très importantes, parce que c'est peut-être le porte-à-porte pour comment accompagner ces femmes de façon à ce que le 8 mars 2023, on ne se retrouve pas ici en train de dire qu'on n'a pas respecté les quotas parce que les lois auront été changées. Il y aura cette harmonisation. 2023, comment on prépare pour les femmes? Moi, je pense que 2023, c'est une responsabilité collective, individuelle, mais d'abord collective aussi. C'est-à-dire quoi? On a parlé aujourd'hui de la loi. Il manque juste à rythmer le décret d'application dans le code électoral pour qu'au moins ça soit réglé. Si le président accepte qu'on prenne la loi, il faut l'appliquer. Donc c'est tout. Ça, c'est une chose. Au niveau des femmes elles-mêmes, que tu sois RADP, PDCI, FPI, quel parti on il y en a beaucoup. Voilà, tous ces partis-là, vous avez les mêmes problèmes pratiquement au niveau de vos partis. Vous voyez, non? Donc, il faut que vous travaillez ensemble, qu'on se mette en réseau. Vous avez un programme, je vous dis, le Compédium, qui est là pour accompagner toutes les femmes de tous les secteurs, de tous les niveaux. Il faut qu'on se mette ensemble pour porter ce programme-là. Si on n'est pas en réseau, le pauvre d'aujourd'hui, c'est celui qui manque des réseaux. Absolument. Est-ce que vous voulez rester pauvre? Donc, il y a ce domaine-là dans lequel on doit travailler également. Et on va continuer depuis 10 ans. Le Compédium a créé ce mouvement qui est en train de prendre même au niveau des ONG, le disait le ministère, CNDH est en train de faire, c'est vraiment ce mouvement que nous on voulait. Mais il faut qu'on coordonne pour ne pas qu'on fasse les mêmes choses. Et c'est sûr qu'en 2023, surtout si vous me demandez une seule chose, la loi n'a qu'à être appliquée. La loi n'a qu'à être appliquée. Madame Yolibi Koné. Oui, c'est ce que le ministère demande, puisque c'est le ministère qui a été à l'initiative de cette loi. Et vous travaillez avec la CEI, Oui, avec tous les partenaires. Vous savez, pour prendre cette loi, elle a été, c'est une loi qui a été portée par tous les partenaires, par tous les pans de la société. Bon, je suis surpris même quand les gens disent qu'ils ne la connaissent pas. Bon, ça c'est normal, hein, on peut dire... Vulgarisation de la loi. La vulgarisation de la loi et tout ça, mais je veux dire que
Pour nous, on a été l'initiateur d'une loi, mais c'est évident, c'est même naturel que nous voulions que cette loi soit pleinement appliquée. C'est vrai, on a constaté nous-mêmes qu'il y a un gap entre la loi elle-même et le décret et le code électoral. Mais comme on parle de normes, tant que le décret, qui est une loi, le code électoral, qui est une loi organique, qui est au-dessus, n'est pas, la loi qui est une loi spéciale, n'est pas suffisamment prise dans c'est-à-dire entièrement prise dans le code électoral, ça va être difficile. Et nous l'avons compris, et au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec la direction de la réglementation, nous sommes en train de travailler à faire une proposition d'harmonisation, toujours avec tous les partenaires, et les partis politiques, et la commission électorale, et les ONG, pour qu'ensemble, on voit la meilleure formulation. Parce que je voudrais donner l'exemple. C'est un quota sur les élections. Mais je donne l'exemple, par exemple, de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays islamique. Le Niger, c'est un pays islamique. Ils ont un quota aussi de 25% et de 20%. Mais ce qu'ils ont fait, en Mauritanie, c'est le quota de sièges réservés. C'est quoi? Il y a des circonscriptions, on dit, toutes ces circonscriptions-là. Vous, les partis politiques, si vous voulez présenter des candidats dans ces circonscriptions, ce ne sont que des femmes. Elles vont compétir entre elles. Au Niger, 25%, mais c'est au résultat. Le parti politique est élu, mais quand il doit faire sa liste, il faut qu'il y ait 25% de femmes. Mais pour terminer, je voulais dire, pour ces élections, ça commence par s'inscrire sur la liste électorale. Il faut que les femmes s'inscrivent sur la liste électorale. Parce que si on n'est pas électeur, on ne peut pas être candidat. Si on n'est pas électeur, on ne peut pas être candidat. Ce sera donc le mot de fin de ce débat. Madame la ministre, merci d'être venue sur ce plateau, d'avoir participé à ce débat. Monsieur Konandi, merci infiniment. Docteur Lille, merci pour votre contribution. Merci. Madame Yoli Bikone, merci infiniment pour toutes ces informations. Les barrières qui entravent la participation efficace, pleine et entière des femmes dans la vie politique sont multiformes, mais elles ne sont pas insurmontables. Les décisions prises par l'État en matière de quotas ne seront efficaces que si elles sont appliquées et si des mesures coercitives obligent les partis politiques à s'y conformer et si la détermination des femmes demeure afin de briser le plafond de verre. Je voudrais partager avec vous ce proverbe éthiopien. Quand une femme est à la barre, les ruisseaux montent et remontent le courant. Excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonsoir.